Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Antoine Perron, je fais partie de la société CPM et l'objet de cette intervention, c'est l'évolution des tendances de la fonction commerciale. Donc tout d'abord, pour vous parler 2 secondes de CPM et pour commencer à parler de vente, je vais vous passer un petit film d'1 minute 30 qui vous dit ce qu'on fait et qui va un petit peu cadrer le cadre de mon intervention. Voilà, donc à partir de maintenant, j'ai fini de vous vendre quelque chose et on va juste discuter de l'évolution des tendances de la fonction commerciale. La vraie question en fait sur la fonction commerciale, c'est qu'est-ce qui a évolué? C'est pas le métier. Le métier, il n'a pas évolué et la fonction des commerciaux, elle évolue pas. C'est toujours de vendre plus et de vendre les produits. Ce qui change, c'est l'environnement auquel on est confronté. Et la vraie question, c'est comment est-ce que j'arrive à m'adapter à cet environnement pour pouvoir mieux performer, plus performer, ou à minima garder mes positions. Par rapport à ça, et on va rentrer dans la fonction commerciale, j'ai quelques problématiques. Alors, la présentation, elle va être extrêmement basée sur la couverture de circuits de grande distribution, que ce soit de la GSA, de la GSS ou d'autres circuits, mais on peut l'adapter à tous les modes et à tous les commerciaux. Donc en gros, ma problématique à moi, ça va être qu'est-ce que je vais couvrir, donc qui je dois aller visiter, à quelle fréquence, est-ce que j'ai des contacts que je dois voir plusieurs fois et régulièrement, quelle va être la mission que je vais donner à mon équipe de commerciaux, et donc quel profil. Et les profils vont évoluer par rapport à l'environnement. Et une question qui revient de plus en plus aujourd'hui et qui était peu présente avant, c'est la question du ROI, donc du retour sur investissement. Avant, c'est vrai qu'on avait des forces de vente qu'on envoyait sur le terrain et ça générait un chiffre d'affaires qui était plus ou moins additionnel, mais ça générait du chiffre d'affaires, donc on se disait c'est pas la question. Aujourd'hui, la question que se posent les directeurs commerciaux, c'est il va falloir gagner de l'argent. Il va falloir que ce dispositif, tous les ans, je le revende à mes patrons, à mes actionnaires, pour prouver que j'ai besoin de 10, 20, 30, 40 commerciaux et pour que surtout on ne coupe pas ma pression commerciale. Parce que derrière, je vais la vendre aussi et pour la distribution, je vais la vendre à mes enseignes où je vais leur garantir un service. Donc, la vraie question que je vais avoir aujourd'hui, c'est pas tellement... Enfin, c'est forcément comment est-ce que je maintiens cette couverture. Alors, cette courbe-là, si on est dans de la grande distribution, ça peut être de la distribution numérique, ça peut être de la distribution valeur. Si on est sur des prospects, ça peut être des prospects. C'est comment est-ce que je maintiens cette pression commerciale que j'ai aujourd'hui pour aller chercher ce que j'ai appelé le non ou le mal couvert, ou bien ma vraie poche de croissance, parce que mon marché se développe et j'ai de nouveaux clients qui apparaissent. Et tout ça, forcément, c'est à budget ISO. Donc,
les valeurs sur lesquelles je dois jouer, c'est ma capacité à m'adapter et ensuite ma capacité à bouger et donc à être flexible, souple. S'il y a, enfin, donc, par rapport à ces choses qui changent, il y a des interrogations. Il y a surtout des choses dont on est sûr. Et ce qu'on est sûr, c'est que les commerciaux que j'avais hier, qui faisaient tous la même chose pour tous les clients, c'est fini, ça n'existe plus. Parce que je ne réponds pas du tout aux attentes de mes clients aujourd'hui. Et si je rentre dans la distribution alimentaire ou autre, les enseignes que je traitais toutes de la même manière, je ne peux plus les traiter de la même manière parce qu'il y a des écarts types énormes en termes de besoins et d'attentes sur le terrain. Donc, en gros, les questions que je me pose, c'est quelle mission dans quelle enseigne ou quelle mission pour quel client. C'est est-ce que je dois différencier mes profils selon mes enseignes et mes clients. Donc, est-ce que je dois avoir pour certaines enseignes des commerciaux très formés, qui ont un vrai discours de vente et qui doivent générer des ventes face à mes clients, ou est-ce que j'ai plus un commercial qui va venir en relais de ventes qui se sont faits au niveau des comptes clés par exemple, et qui vont plus être là pour déployer ce qui a été négocié. Et puis la dernière des questions que j'ai, c'est comment est-ce que j'adapte ma pression commerciale par rapport au monde qui change. Est-ce que des magasins ou des enseignes ou des clients qui ont une grande importance, mais en gros où le business se fait un peu tout seul, est-ce que je dois continuer à les voir une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois ou 2 fois par mois? Donc les leviers pour améliorer ma couverture et pour améliorer ma pression, en fait, ils sont de trois niveaux. Il y a quelle mission? Donc vraiment, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui à mes commerciaux et à mon équipe terrain? Est-ce que le dispositif que j'ai est le bon? Et aujourd'hui, il faut challenger de plus en plus ces dispositifs qu'on a tous sur le terrain. Avant, les forces de vente, on ne se posait pas trop la question. C'est-à-dire que c'était j'ai mes vendeurs, j'ai ma force de vente, et ils font la même chose depuis 10 ans, et tout va bien, et ça me génère du chiffre. Aujourd'hui, le monde qui est autour de nous change tellement que mes dispositifs, il faut que je les adapte quasiment tous les ans. Et puis le dernier point, c'est ma couverture. Alors c'est ce qu'on appelle en GMS la sectorisation. C'est qui je vais aller voir. Est-ce que je vais voir tout le monde? Est-ce que j'ai des grosses zones blanches? Et est-ce que je fais des choix drastiques? Et ça, cette question, elle va être d'autant plus importante que je suis une petite société avec une petite force de vente. Parce que si je suis une grosse société avec une grosse force de vente, en gros, je peux aller voir tout le monde à la marge. Après, et j'ai pas réellement besoin de faire je n'avais pas réellement besoin de faire de vrais choix. Aujourd'hui, si je suis une petite société, j'ai des vrais choix à faire. Et il y a un point que j'ai pas relayé sur ce slide, mais qui est aussi forcément très important, c'est les outils que je vais donner à mes commerciaux pour les aider à mieux vendre, mais aussi pour les aider à mieux me remonter des informations qui soient pertinentes et des informations dont je vais pouvoir me servir après. Donc il y a l'évolution des outils IT qui est très important. Après, c'est les missions. Quelle mission? Qu'est-ce que je veux faire à mes commerciaux demain? Et ça, c'est un peu mission impossible, parce qu'on était dans un cycle qui était très roulant et dans lequel on ne se posait pas tellement de questions. Aujourd'hui, dans la distribution, je dois faire des choix. Et c'est très compliqué de faire des choix parce que je vais devoir l'expliquer à mon équipe en place. Donc ça veut dire que je vais devoir amener du changement. Et en France, on n'est pas spécialement apte à accepter le changement. Et puis je vais devoir aussi expliquer à mes clients, à mes distributeurs, que je vais les couvrir différemment. Donc là, je suis désolé pour ceux qui connaissent moins bien le monde de la GMS, mais on va rentrer dans un profil de mission. En fait, voilà, mon vendeur en grande distribution, il a 4 missions principales. Il doit contrôler, donc garantir et vérifier que j'ai bien les accords des centrales qui sont redescendus sur les magasins. Il doit développer mon chiffre d'affaires, donc ça doit être un chasseur d'opportunités. Il doit aussi informer sur les nouveaux produits, sur les temps forts, sur les nouvelles catégories, et donner du relais au magasin qui n'a pas forcément eu cette descente d'informations par sa centrale.
Et puis sur certaines forces de vente, il doit éduquer. De plus en plus, on se rend compte que on vend des produits techniques, que ce soit dans l'alimentaire avec des alicaments ou dans le monde du high-tech. Et mon meilleur relais, c'est la personne qui est en face de mon client. Et c'est pas ma force de vente qui est tout le temps en face de mon client, parce que ma force de vente, elle ne peut pas être dédiée à un point de vente, parce que ce n'est pas forcément légal. Donc il faut que je fasse du point de vente un prescripteur. Et donc il faut que je les monte en compétence sur cet item-là. Donc voilà comment on s'organise un petit peu pour les forces de vente en grande distribution. Il y a les quatre items principaux que je vous ai cités, donc relever, contrôler, développer, informer. Et puis on va les mapper sur une toile d'araignée et on va se dire quelle est mon attente. Donc mon attente, elle va être beaucoup dans le relevé de la présence, de la gestion des ruptures, elle va être un peu dans le développement. Et sur cette toile d'araignée que je vous présente là, elle n'est pas tellement sur le relais de l'information et gérer du litige. Mais elle pourrait l'être. Une fois que j'ai fait ça, et que je suis assez clair sur ce que je veux que mes commerciaux fassent, je vais le mapper avec mes enseignes. Donc là, on revient dans le monde de la grande distribution alimentaire. Vous avez les différentes enseignes. Le fond vert, c'est ce que moi, je souhaite que mes commerciaux fassent. Et le fond coloré, c'est ce que je peux réellement faire ou ce que les enseignes attendent de moi. Donc vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut adapter les profils par rapport aux enseignes ou par rapport à nos clients. C'est évident que chez un Leclerc, je ne vais pas du tout demander à mes commerciaux de faire la même chose que chez Géant. Un, parce qu'ils ne peuvent pas. Et deux, parce que j'ai beaucoup moins à gagner sur certains items chez Auchan que chez Leclerc. Donc là, se pose là la première question de est-ce que j'ai une force de vente unique, tout le monde pareil, qui visite tous les points de vente, ou est-ce que je commence à me dire est-ce qu'il ne faut pas que je sépare ma force de vente et que je donne deux missions différentes avec une force de vente qui est plus capable de vendre. Et on voit très bien que sur tous les indépendants, Leclerc, Système U et Intermarché, il y a un intérêt à avoir des profils un peu plus seniors, des profils plus commerciaux, des profils vendants, des profils qui vont aller chercher de la valeur ajoutée en magasin. Et puis que sur des enseignes comme Géant, comme Casino, comme Carrefour, à moindre mesure comme Auchan, qu'est-ce que j'attends? J'attends plus un relais de ce qui a été négocié en centrale et donc des profils un peu moindres qui, eux, vont plus faire du relevé et qui vont être des chasseurs, on va dire, d'opportunités en magasin, mais qui ne vont pas négocier en magasin et en point de vente. Voilà, ça c'est à peu près la même chose sur des profils très différents. Et après, voilà, tout à l'heure on avait le profil, enfin ce que l'enseigne attend de moi et ce que je veux. Et là, on a à nouveau quelle est l'émission que moi je veux faire faire à mes commerciaux et le potentiel que j'ai. Et donc, en croisant ces différents éléments, il faut que je puisse savoir comment je vais m'organiser. Comment je vais m'organiser? Ben voilà, ça c'est un exemple. Avant, j'avais un seul profil et je me disais, je vais couvrir avec des chefs de secteur. Aujourd'hui, sur certaines problématiques, je me dis, j'ai pas besoin uniquement de chefs de secteur. Il va me falloir des seniors, il va me falloir des chefs de secteur, et puis il va me falloir des promoteurs ou des marchandiseurs ou d'autres métiers qu'on va voir tout à l'heure pour optimiser ma pression. Ma pression, elle va être optimisée par le profil parce qu'ils ne vont pas faire la même chose et que je ne vais pas leur demander la même chose, mais elle peut aussi être optimisée par le dispositif et mes jours d'intervention. Si je reste en grande distribution alimentaire ou spécialisée, les commerciaux, ils travaillent plutôt du lundi au vendredi. Les promoteurs, ils peuvent travailler le samedi. Et je sais que sur jeudi après-midi, jeudi est théoriquement un jour plutôt faible, vendredi et samedi, j'ai vraiment du business. Donc là, j'ai un intérêt. Est-ce que j'ai un intérêt à passer partout avec mes promoteurs? Non, mais dans certaines grosses enseignes. Donc ça veut dire que je vais organiser ma pression commerciale en termes de savoir et puis aussi en termes de timing. Et après, pour chaque profil,
et ben, je vais rester sur ma grille et puis je vais regarder où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc là, je vous ai mis les 3 exemples. Donc un promoteur irait plus chez Géant, comme on l'a vu tout à l'heure. Un chef de secteur irait sur les grosses enseignes, un peu chez Leclerc. Et puis un senior aurait des missions spécifiques et peut avoir des contacts régionaux ou des négos en région. Donc voilà pour le profil. Dans un deuxième temps, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, il faut que j'adapte mon dispositif. Mon dispositif, il ne peut plus rester comme hier. Donc il faut que j'étonne, il faut que j'innove. Donc vous voyez, c'est un beau citron carré et vert, donc c'est un peu nouveau. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut que j'amène de l'innovation, donc que je surprenne, tout en restant efficace. Et pour ça, je vais arriver sur des modes de couverture commerciale qui n'étaient pas du tout connus auparavant. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mixe les expertises. Avant, je disais, ce que je veux, c'est les commerciaux. Et mes commerciaux, ils vont aller en magasin et ils vont relayer mes produits. Et puis, il y a des métiers qui sont apparus et qui ont pris énormément d'ampleur. Il y a le merchandising, il y a les téléventes, et il y a toujours eu l'animation commerciale, l'animation événementielle, mais qui aujourd'hui doit changer en fait et se rapprocher vraiment et créer une relation entre l'animation et le futur consommateur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, une fois de plus, je dois ramener et je dois justifier le coût de ma force de vente. Donc c'est-à-dire que j'ai un ROI à développer. Les profils entre une force de vente et un merchandiseur ne sont pas les mêmes. Les profils entre une force de vente et un télévendeur ne sont pas les mêmes. Par contre, les missions que je veux faire dans les différentes enseignes et chez mes différents clients peuvent être les mêmes et peuvent être touchées par du merchandising, par de la télévente ou par de la force de vente. Et donc ça veut dire qu'il faut que j'accepte d'avoir différentes couvertures et que je l'explique surtout à mes clients parce que ça va être un peu perturbant pour un magasin d'avoir 4 visites ou 5 visites ou 6 visites d'un chef de secteur qui va être là pour vendre les INO, vendre le plan promo et avoir une vision un peu moyen terme sur les différents cycles de vente. Et puis après, d'avoir une visite beaucoup plus récurrente, soit par du merchandising, soit par de la télévente, qui doit entretenir le lien commercial, entretenir la pression commerciale et mettre en œuvre les différentes actions qui sont négociées. Donc là, je vous ai mis à chaque fois la force de vente qui restait, mais on peut très bien imaginer des dispositifs avec du merchandising et de la télévente, du merchandising et des animations commerciales, ou de la télévente et des animations commerciales. Ça va vraiment dépendre des marchés et des catégories. Pour un de nos clients qui est dans le monde du high-tech, par exemple, il y a quelques années, on avait une dizaine de commerciaux terrain. Et puis on a décidé de casser le modèle. Ça faisait 5 ans que ça marchait comme ça. On a gardé un commercial pour continuer à avoir un ressenti du terrain. Et on a mis en place une équipe de télévente. Et le job de la télévente, c'était de relayer les innovations, de prendre des commandes par téléphone et de présenter les promos. Ça a très bien marché pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, les enseignes ont été demandeuses de revisite en face à face. Et on a rebasculé sur un dispositif de force de vente avec toujours de la télévente. Donc il y a ça aussi, il y a savoir expliquer à son enseigne, à ses clients, que ça change, qu'ils vont continuer à être couverts, qu'ils vont être couverts de manière différente, et que si ça ne leur convient pas, on est capable de pouvoir réagir et de pouvoir changer ce mode de couverture. Alors, ça c'est très barbare, mais ça vous explique que la manière dont on l'a construit. C'est pour un de nos clients. Vous avez les enseignes qui visitent, donc il y a un peu de tout. On a classé par enseigne les missions qu'on pensait qu'il fallait faire chez eux. Donc par exemple pour Auchan, il y avait beaucoup de sell-in, beaucoup de sell-out et un petit peu de merch. Et par rapport à la globalité de cette mission, on a mis en face un profil, donc là qui est un chef de secteur. Si on prend Carrefour, il y avait un peu de sell-in, beaucoup de sell-out, un peu de merch. La décision, ça a été de mettre un promoteur. Donc ça veut dire que pour ce client, on avait
une double couverture en fait de la France, avec une équipe de chefs de secteur qui avaient une zone géographique attribuée, et des marchandiseurs et des promoteurs qui avaient une zone géographique eux aussi attribuée. Et après, je ne sais pas si ça se voit là, mais il y a des enseignes qui avaient les deux. Donc voilà, ça c'était pour les dispositifs. Après, en tant que directeur commercial ou patron de votre entreprise, le changement, c'est aussi un changement d'état d'esprit et de scope. Aujourd'hui, si j'ai 10 commerciaux et que ce n'est pas assez, je ne pourrais pas m'en payer forcément 12, 13, 14, 15. Donc il faut absolument entrer dans une autre vision du business, qui est de dire comment est-ce que je peux faire pour, avec la même argent, aller voir plus de clients, aller voir plus d'enseignes, aller voir plus de magasins, parce que je sais que ma croissance passe par là. Je vous ai mis deux exemples. Il y a la mutualisation, et certains industriels le font aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe beaucoup, notamment dans le monde de la pharmacie, où on mutualise les forces de vente. C'est géré par les industriels directement, et on va organiser le travail de nos commerciaux, soit par temps fort, soit par point de vente, soit par pourcentage de ce que chacun paye sa force de vente. Donc je paye 50% des vendeurs, j'ai 50% de leur temps. Et puis il y a une deuxième partie qui peut être l'externalisation. L'externalisation, elle peut être tout ou partie de ma pression commerciale. C'est-à-dire que certains industriels disent « moi je ne veux pas de force de vente parce que c'est très compliqué, parce que je ne veux pas les gérer et que c'est que des problèmes », notamment RH et légal, donc j'externalise tout. Et d'autres industriels disent « moi je veux garder ma force de vente, je veux la garder sur le front de vente où mes clients qui sont importants pour moi et qui pèsent lourd. Par contre, je sais que j'ai une poche de croissance à aller chercher et que cette poche de croissance, je ne peux pas aller la chercher avec des personnes qui seront chez moi parce que je vais trop les payer ou que c'est trop compliqué à gérer aussi. Et donc, je vais externaliser ça à des sociétés comme CPM dont c'est l'activité principale. Voilà. Mais ça change un petit peu l'idée, parce que sur la mutualisation, je vais perdre une partie du management de mon équipe. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêts, vous, à vous dire je n'aurai pas le lead sur 100% des actions de mon équipe. Et sur l'externalisation, vous abandonnez complètement le management. Donc là, c'est vous qui devez changer d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune visibilité, ça ne veut pas dire que vous ne suivez pas vos chiffres, ça ne veut pas dire que vous ne challengez pas votre partenaire chez qui vous externalisez, mais par contre, vous n'avez plus aucun lien, légalement, avec votre équipe de vente. Et ça, souvent, c'est un des gros freins, ou c'est une des grosses interrogations des industriels, en se disant, ok, mais si j'externalise, je perds tout. Non, je perds le management, d'un point de vue légal, mais par contre, je garde une vision très exacte sur comment gérer mon business. Que ce soit dans la mutualisation ou dans l'externalisation, les rapports de vos commerciaux sont exactement comme ce que vous avez aujourd'hui en interne. Et les points que vous faites, soit avec votre partenaire mutualisé, soit avec votre partenaire d'externalisation, c'est les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des rapports, il y a des suivis quotidiens, il y a des suivis hebdomadaires, mensuels, au cycle, et des points annuels. Et la pression et l'exigence, elle est exactement la même, et elle doit être exactement la même que de l'interne. Et je vous dirais, moi, pour venir de chez l'industriel et maintenant travailler chez un prestataire de service, la pression que met l'industriel est beaucoup plus forte au prestataire de service, parce qu'il n'y a pas d'affect. Même sur la mutualisation, je continuais à garder de l'affect parce que c'est mon équipe. Donc il y a des changements qui sont essentiels à faire pour ma société, mais j'ai peut-être pas envie ou j'ai peut-être peur parce que je vois les conséquences que ça va avoir pour des personnes avec qui je travaille depuis 5-10 ans. Quand c'est de l'externalisation, même si je travaille avec quelqu'un depuis 10 ans, c'est un prestataire. Donc je paye pour une prestation. Donc s'il y a un changement, je vais expliquer à mon prestataire qu'il faut que je change, et qu'en l'occurrence, c'est lui qui doit changer sa pression commerciale. Donc voilà les changements de scope qu'on peut avoir. Le point suivant, c'était la sectorisation. La sectorisation, c'est qui je dois aller voir. Donc c'est combien de clients, est-ce que je les vois tous, comment je les vois, à quelle fréquence, et donc avec ce qu'on vient de se dire avant, c'est quel profil,
et comment. La problématique, elle est vraiment différente que je sois, une fois de plus, un gros ou un petit. Un gros jusqu'à maintenant, un gros industriel, j'avais plutôt pas de problème de sectorisation parce que j'avais une couverture très large. Et un petit, j'avais beaucoup de problématiques étant donné que j'avais une couverture moindre et donc que j'avais des vrais choix à faire. Aujourd'hui, tout le monde a des choix à faire. Pourquoi? Parce que, il y a des enseignes qui sont en train de se casser la figure et d'autres qui sont en train de prendre d'énormes parts de marché. Les consommateurs sont plus du tout les mêmes non plus. Dans le monde de l'agroalimentaire, la proximité et l'intramuros est en train d'exploser. Le drive, c'est absolument hallucinant les chiffres qui sont en train de nous sortir. Il y a le e-commerce aussi qui est là, donc vous allez le voir un tout petit peu plus tard. Donc je dois faire des vrais choix pour m'organiser. Alors je vous ai mis quelques exemples de sectorisation et de pression commerciale. Sur la partie de gauche, c'est une couverture assez basique. Je découpe ma France en X secteurs et je tiens juste compte du nombre de points de vente et de ma pression commerciale. Sur la partie de droite, vous voyez qu'il y a des petits points qui doivent être de couleurs différentes et de tailles différentes. C'est mes potentiels. C'est-à-dire qu'avant de faire mes secteurs, je vais regarder par point de vente quel est mon potentiel et quelle va être la catégorie dans laquelle je vais le ranker. Est-ce que c'est un magasin qui est important? Est-ce que c'est un magasin qui est moyennement important? Est-ce que c'est un magasin qui n'est pas du tout important? Et un magasin qui n'est pas du tout important en termes de potentiel peut être très important en termes de politique. Et donc, je vais quand même devoir le couvrir. Et donc là, je commence à faire mes premiers choix qui vont être les zones blanches. C'est-à-dire que c'est des zones où je dis, je n'ai pas l'argent pour me le payer. Et donc, je ne vais pas aller les couvrir. Et c'est là où ce que je viens de vous dire, je n'ai pas l'argent pour aller les couvrir, c'est un peu brut, mais c'est la réalité. Après, la vraie question, c'est comment est-ce que sur ma couverture, je vais pouvoir économiser de l'argent pour quand même aller le couvrir et le couvrir de manière différente. Et on a vu tout à l'heure qu'avec les différents profils, que ce soit les marchandiseurs, les promoteurs ou la télévente, je vais avoir une possibilité pour le couvrir. Donc ça, c'est une sectorisation nationale. Après, je peux avoir d'autres problématiques. Sur la partie de gauche, vous avez une problématique de couverture par rapport à une cible. Donc c'est de la CSP, c'est de l'étudiant, et là l'industriel voulait, le brief de l'industriel était très ciblé sur ces personnes-là. Donc là, on s'en fiche complètement de savoir où sont les magasins. On prend des CSP qu'on mappe sur une carte et on regarde où est-ce que je dois intervenir. Sur la deuxième carte, sur la carte de droite, c'est ce qu'on nous on appelle les commandos saisonniers ou les couvertures saisonnières. Donc c'est des produits qui sont extrêmement saisonniers et donc les différents petits points sont des points de vente, les différentes couleurs sont des potentiels de magasins ABC et je fonctionne exactement de la même manière. Je regarde comment est-ce que je vais faire pour tout couvrir et après j'organise ma force de vente. Ce que je vous mets là, c'est le dernier point des nouvelles tendances. Je viens de vous en parler. Aujourd'hui, à part sur le petit rond du milieu où on sait à peu près comment ça fonctionne, ce que ça devient et comment est-ce qu'il faut faire pour mettre de la pression, le reste, le drive, c'est encore tout neuf. Et la vraie question, c'est comment est-ce que nous, industriels, on peut aider le drive? Est-ce que c'est via des visites en face à face? Est-ce que c'est via des assortiments spécifiques? Est-ce que c'est au compte-clé de le faire? Ça reste ça reste un point d'interrogation qui doit être couvert parce que chaque enseigne, toutes les enseignes en fait veulent que le drive devienne au moins aussi fort que le hard discount en France. Et ils ont tous des plans pour que ça pèse entre 10 et 15% de leur chiffre d'affaires très rapidement. La proxy et l'intramuros, c'est une tendance qui est en train de venir et qui est de plus en plus forte, avec l'abandon du poids des hypermarchés et un recentrage, on va dire, de la vente sur des plus petits points de vente. C'est pareil. En termes de logistique, les distributeurs ne sont pas forcément tous gérés à la même enseigne. Et puis les industriels, c'est des zones qui ne couvraient pas forcément ou qui couvraient peu. Aujourd'hui, on commence à avoir des forces de vente spécifiques, intramuros, chez les industriels.
Donc ils ont un profil très spécifique qui vient tacler ces magasins-là. Et puis il y a le e-commerce. Le e-commerce, ça pèse quand même de plus en plus lourd. Dans le changement qu'on doit avoir et qu'on doit anticiper, moi je ne suis pas forcément dans la cible du e-commerce parce que j'ai pris l'habitude d'aller faire mes courses. Mais aujourd'hui, tous les stagiaires, par exemple, ils achètent leurs courses par Internet, ils sont livrés. Où est le rôle du commercial ? Où est le rôle de la marque ? Qu'est-ce que je fais pour pousser mon produit ? Qu'est-ce que je fais pour m'assurer que mon produit il est bien disponible, il est bien vendu, que ma promo elle tombe en temps et en heure, que l'accord que j'ai eu sur la bannière que je dois avoir, elle est bien faite. Donc il y a aussi ce côté-là et cette nouvelle relation avec le commerce qu'il faut appréhender. Les outils IT, et ça va être le dernier point qu'on va aborder, c'est super important parce que les commerciaux, c'est des commerciaux. Ce n'est pas des petits étudiants informatiques qui passent leur vie derrière la machine. Eux, il faut leur simplifier la vie. Et ça fait partie des grands points à résoudre dans les années à venir. Ils n'ont plus le temps de remplir des rapports, de faire des relevés. Est-ce que ça sert réellement ? Après, il y a une vraie question à se poser là-dessus. Donc ce qu'il faut, c'est leur simplifier au maximum les relevés. Nous, on est parti sur deux outils. BNB Market, c'est un outil de relevé et de reporting. Donc je ne relève que ce qui va me servir à illustrer mon activité. Et derrière, ça va générer des dashboards automatiques et je l'utilise comme ça. Et Knowledge, c'est une solution qui va me permettre de gérer les flux d'informations montant et descendant à la force de vente. Donc les mails, c'est super, mais un commercial qui reçoit 10 mails par jour en lui disant la priorité d'hier, c'est plus celle de demain, et celle de demain, c'est pas celle d'aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Et il suffit que pendant 2 jours, ils ne se synchronisent pas ou qu'ils ne lisent pas leur mail et ils n'ont pas l'information. Là, l'objectif de cet outil, c'est justement de ne plus avoir qu'un seul fichier à un endroit. Donc on a créé une arborescence et l'information, il n'y en a qu'une. Et bien sûr, vous l'avez compris, on a lié les deux outils. Comme ça, si je suis plutôt analytique pour préparer ma visite, je vais rentrer sur BNB, je vais savoir quel était l'état des lieux la dernière fois que j'y suis allé, quelles étaient mes actions à mener. Et puis je vais aller sur Knowledge après pour voir quelles sont les dernières informations catégorielles qui sont tombées. Et je prépare ma visite avec les deux. Et si je suis plutôt avec un cerveau marketing, je vais aller sur Knowledge, je vais regarder comment ça se passe, quelles sont les dernières informations, et ensuite je rentrerai dans ma visite. Voilà, je vous ai mis deux exemples. Je suis commercial, voilà ce qu'il me faut pour préparer ma visite. Et si j'ai ça, je suis assez content. Donc avoir 25 milliards de chiffres, ça ne me sert pas à grand-chose. Et sur Knowledge, voilà le genre d'informations que je peux avoir avec des présentations toutes faites que je peux sélectionner et imprimer pour mes clients. En conclusion, moi je suis assez sportif en fait. Et il y a une campagne de pub qui m'a bien plu l'année dernière. C'est celle d'ASICS. Je vais vous lire parce que je ne sais pas si c'est très clair, mais je suis fait du prochain point et pas du précédent. Et je suis fait de volonté et pas de douleur. Je pense que dans le monde aujourd'hui des forces de vente, on a tendance à beaucoup se dire qu'est-ce que c'était bien avant, mais c'était super avant et on s'en sortait quand même pas si mal. Sauf qu'avant, il faut considérer que c'est mort, c'est plié et on n'y reviendra pas. Et que comme vous l'avez vu tout début avec la citation de Ben, nous on ne doit pas changer mais on doit s'adapter. Et donc l'objectif c'est vraiment de regarder devant et essayer d'anticiper. Et la dernière citation, j'en ai trouvé plein de super drôles sur Internet, mais je vous ai mis celle-là pour être un peu sérieux. Elle répond à aujourd'hui. L'homme n'accepte le changement que dans la nécessité. Il voit la nécessité dans la crise. Aujourd'hui, je pense qu'on est complètement dans la crise. Il y en a qui disent qu'on est en train d'en sortir et d'autres qui disent que ce n'est que le début. Mais voilà, donc on n'a plus le choix. Et ce que ça veut nous dire aussi, c'est que voilà, il faut qu'on soit persuadé de certaines choses. Il faut qu'on ait des convictions. Et à partir du moment où on a des convictions, on va réussir à aller les vendre à nos clients, aux magasins et à nos forces de vente.
Et je pense que c'est le dernier slide. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à vos attentes. Et si vous avez des questions, il nous reste un tout petit peu de temps. Soit j'ai été très clair, soit ça n'a intéressé personne, soit vous avez tous faim. Écoutez, merci dans ce cas-là.